Montréal, enfin le sport, la reine Elisabeth ouvre les Jeux Olympiques dans 2 heures. Agriculture, les fabricants d'aliments pour bétail autorisés à relever leurs prix. Liban, la revanche de la ville chrétienne de Shekka, investie par les Palestiniens. Tour de France, avant-dernière étape, remportée au sprint par Martens. Roméo et Juliette russe à Paris, les danseurs de Leningrad dans la cour carrée du Louvre. Mesdames et messieurs, bonsoir. À 2 heures de l'ouverture officielle et solennelle des Jeux Olympiques de Montréal, avec le traditionnel défilé des délégations, il est bien difficile de dire quel sera le nombre exact des pays qui seront effectivement présents tout à l'heure. En effet, après Taïwan qui s'est retiré de la compétition, ce sont maintenant les pays africains qui, les uns après les autres, rappellent leurs équipes pour protester contre la présence dans ces Jeux de la Nouvelle-Zélande. Beaucoup d'incertitudes donc, alors que la reine Elisabeth II d'Angleterre vient d'arriver au Canada pour donner tout à l'heure, en tant que souveraine du Commonwealth, le coup d'envoi officiel. Mais l'arrivée de la souveraine britannique, comme d'ailleurs la cérémonie qui marquera l'ouverture de ces Jeux dans le grand stade olympique, sont actuellement au second plan. En effet, après Taïwan, qui n'a pas accepté l'ultime proposition du gouvernement canadien, ce sont pour l'instant 16 pays africains qui ont décidé de retirer leur représentation. La raison ? La présence de la Nouvelle-Zélande, dont l'équipe de rugby est en ce moment en tournée en Afrique du Sud. Le prétexte peut paraître mince, la Nouvelle-Zélande étant un pays de tradition libérale, mais l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a trouvé l'occasion là d'un point d'ancrage. La situation est très confuse ici. D'autres pays africains, dont le Maroc, attendent la décision de leur gouvernement. Il en est ainsi également de Cuba. Le prestige, l'assise du mouvement olympique sont gravement atteints. Quant aux épreuves sportives, elles seront perturbées par l'abstention des athlètes africains. Je pense par exemple aux 1500 mètres où nous serons privés du duel qui était très attendu entre Philbert Bailly et John Walker, un néo-zélandais précisément. Et je pense aussi à l'absence des coureurs kenyans. Rarement, il faut bien le dire, la politique aura joué un rôle aussi grand dans la préparation des Jeux Olympiques, un rôle certainement excessif, si l'on se réfère tout bonnement aux idées neuves et généreuses qui avaient présidé à la création d'une telle compétition. Compétition qui se voulait au départ amicale, universelle, apolitique, et il est évident que ce qui se passe ce soir, avec le retrait d'un grand nombre d'équipes africaines, va peser beaucoup sur le climat des premières heures de compétition, mais aussi sur l'ambiance générale de ces Olympiades qui ne pourront plus être désormais tout à fait comme les autres. Cela dit, il va bien falloir tout de même parler un peu du sport et des sportifs. Même un peu gâchés au début, les Jeux doivent rester la grande fête du sport. Alors espérons qu'elle le sera et promenons-nous un instant avec Gérard Mérigot dans les coulisses de Montréal. Pour les Jeux Olympiques, on ne recule devant aucun sacrifice, et comme rien n'est trop beau, c'est Concorde qui a amené la plupart des athlètes français. Une délégation comme la délégation française, cela représente exactement 347 personnes, dont 250 athlètes. Autant dire que tout ce que la France compte de sportifs de haut niveau est arrivé à Montréal. Et puis, comme pour une répétition générale de la cérémonie d'ouverture, les membres de la délégation ont revêtu l'uniforme et défilé dans le village à l'occasion du 14 juillet, une fête que les autorités canadiennes avaient tenu à marquer malgré la pluie, discours de bienvenue du maire et autres réceptions. Mais si les organisateurs ont fait en sorte que tout soit parfait dans la vie du village, quelques détails semblent cependant nuire au confort des sportifs. De vous accorder une cérémonie particulière en ce 14 juillet. Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'on est peut-être un tout petit peu trop nombreux dans les appartements. Et ça pourrait encore s'arranger, mais ce qu'il y a de grave, c'est que c'est pour la salle de bain, quoi. Il y a une salle de bain pour 12-13 personnes. Alors vous devez voir un peu le matin, ça fait quand même la queue, surtout que les toilettes et les salles de bain sont dans la même pièce. Là, il y a un petit problème, quoi. L'endroit le plus animé du village, c'est sans conteste la cafétéria. Centre permanent de rencontres et de contacts entre tous les sportifs du monde. On oublie là que les Jeux sont les otages de la politique. La cuisine des chefs d'État ne les concerne pas. La religion du sport, cela existe. Et quand on pénètre dans le village olympique, cela se voit. Leur cuisine, les Français l'exportent dans ce genre de déplacement. Et si parmi les membres de la délégation, on trouve 15 masseurs, 7 médecins, un maréchal ferrant,
On trouve aussi un cuisinier. Des jeux, il ne voit que les fourneaux, et cela fait 12 ans que cela dure. Son problème, c'est de faire en sorte que les athlètes ne soient pas trop dépaysés. Qu'est-ce que vous amenez de France avec vous? Oh, nous n'avons pas amené grand-chose. Nous avons amené simplement le vin et le fromage. Le camembert, c'est important. Camembert, oui. Partout, camembert. quand les athlètes français se déplacent, il faut prendre le camembert sous le bras. C'est important, ça. Camembert et le verre de vin rouge. En fait, si tout contribue à la détente et à l'émulation, chacun a conscience de l'importance de l'enjeu. Il n'est pas rare de voir dans les allées des athlètes qui se promènent les yeux dans le vague. Les épreuves ne sont pas encore commencées, mais la tension nerveuse a déjà fait son apparition. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a une vie de groupe parce que certains préfèrent vivre individuellement ou déjà se concentrer pour leurs épreuves. Si vous voulez, on sent que lorsque les épreuves approchent, que chaque individu essaye de se concentrer, se retirer progressivement chacun de son côté, quoi. Alors donc c'est très délicat de vivre en groupe. Animation permanente, groupe folklorique ajoute encore au côté grande fête du village. Pendant 15 jours, la vie va se dérouler au rythme des épreuves. Pour le reste, on verra après. En attendant, le service d'ordre essaie de se faire adopter et en certaines circonstances, il laisse tomber son masque de gravité. On va un petit peu oublier le franc pendant ce week-end, le franc qui a encore perdu 2% hier par rapport au dollar et qui a atteint à Francfort son cours le plus bas depuis novembre 1974, mais du franc on reparlera très vite, comme on va très vite reparler de la hausse des prix, notamment dans le domaine de l'agriculture, peut-être même dès lundi au Conseil agricole de Bruxelles, Conseil européen. En France, les aliments pour le bétail vont en effet rapidement augmenter. On parle déjà de 9% au terme d'un accord conclu entre les industriels et les pouvoirs publics, des hausses qui risquent d'être mal accueillies par les agriculteurs, déjà terriblement handicapés par la sécheresse et dont c'est d'une certaine manière une autre conséquence. Depuis de nombreuses semaines, dans les régions d'élevage, les aliments composés remplacent dans les mangeoires l'herbe des prairies brûlée par le soleil. Les réserves de fourrage de l'hiver prochain étant déjà largement entamées, il ne reste que cette solution pour continuer à alimenter les troupeaux. Or, l'augmentation du prix des céréales et du soja importés des États-Unis et qui entrent dans la composition de ces aliments a conduit les producteurs à réclamer un relèvement du prix de vente de leurs produits. Les pouvoirs publics ont autorisé une hausse de 8,75% après avoir demandé aux producteurs d'aliments pour le bétail de faire un effort maximal de compression de leurs prix par solidarité avec les agriculteurs. Car il faut bien l'admettre, cette hausse nouvelle des coûts de production qui se trouve imposée aux éleveurs survient à un bien mauvais moment. C'est pourquoi, en échange de la hausse qui leur a été accordée, les industriels de l'alimentation animale fourniront aux éleveurs, à bas prix et à compter du 1er août, de nouvelles variétés d'aliments. En outre, le ministre de l'Agriculture, Christian Bonnet, affirme que le 29 septembre, lorsque l'on fera l'inventaire des conséquences de la sécheresse sur l'agriculture, cette hausse sera prise en considération. Une chose est certaine, elle n'allégera pas l'addition. Les automobilistes se sont précipités dans les centres Leclerc. Il faut les comprendre, les centres dont les pompes affichent depuis hier le litre d'essence à 1,76 € au lieu de 1,90 € ou 1,96 € selon les cas. Cette affluence est d'autant plus spectaculaire qu'aucune autre grande surface, à part un concurrent direct d'un centre Leclerc en Bretagne, n'a osé suivre le mouvement. Pour s'opposer au rabais de 20 centimes, illégalement décidé par Édouard Leclerc, la direction des prix a déjà dressé des procès-verbaux et envisage même, si cela continue, de confisquer les stocks d'essence. En attendant, on en profite et on fait la queue devant les pompes, c'est un petit peu naturel. Il n'y a plus de mystère dans l'affaire de Saint-Mandé. Cette nuit, les pompiers appelés pour l'incendie d'un appartement avaient trouvé à l'intérieur 4 corps carbonisés, 3 de la même famille et un inconnu. On sait maintenant qu'il s'agit d'un couple et de leur fille âgée de 27 ans. L'inconnu, c'est un jeune japonais de 20 ans, originaire de Tokyo, qui a succombé dans l'incendie qu'il avait allumé apparemment par jalousie. L'immeuble où s'est déroulé le drame fait partie d'un ensemble situé à la lisière du bois de Vincennes à Paris. Ce sont pour la plupart des militaires ou des retraités de l'armée qui l'occupent. C'était le cas de monsieur et madame Capès, anciens commandants de l'armée. Une famille tranquille, disent les voisins, que venait rejoindre de temps à autre leur fille Claire. C'est des gens qui ne recevaient pas, qui étaient de l'ancienne carte, de l'ancienne... ils avaient déjà 62 ans déjà, et puis c'était déjà des gens qui n'étaient pas évolués, vous savez, qui étaient vraiment restés dans l'avant-guerre, on peut dire.
Dans l'après-midi, les policiers de la brigade criminelle ont pu identifier l'auteur de ce triple crime, un étudiant japonais âgé de 20 ans, Izumi Matsuda. Ce dernier avait fait connaissance de Claire, Capes, à l'école où elle enseignait le français. Parce qu'elle refusait ses avances, Matsuda a tué 3 fois. D'abord monsieur et madame Capes à coups de couteau, leur fille ensuite par strangulation. Et c'est en voulant mettre le feu à l'appartement pour dissimuler son forfait que l'assassin a été tué par l'explosion d'une bouteille d'essence. Le volcan de la Soufrière ne présente plus de danger, la population peut revenir à Basse-Terre et sur la côte. C'est M. Olivier Stirn, secrétaire d'État au Dom-Tom, qui l'a dit ce matin en redescendant du volcan avec une équipe de spécialistes dont Haroun Tazieff. Plus de 25 000 personnes avaient quitté depuis une semaine leur domicile et trouvé refuge dans des centres d'hébergement. M. Stirn a précisé encore que Basse-Terre resterait bien la capitale administrative de la Guadeloupe. Énigme résolue à Toulouse, le meurtre du journaliste René Trouvé, spécialiste dans les reportages à scandale, avait été téléguidé par un médecin toulousain. Il avait recruté 2 tueurs chargés d'organiser une expédition punitive parce que René Trouvé s'apprêtait à publier dans son journal un article concernant le médecin, ancien consul de Monaco, ancien responsable des CDR. L'expédition a mal tourné, les 2 tueurs et le cerveau de l'opération sont maintenant en prison. Une énigme à la Hitchcock en Californie, 26 écoliers enlevés avec le chauffeur de leur autocar par un commando de 3 hommes masqués, puis retrouvés 2 jours plus tard à 140 km du lieu du rapt. Les enfants rentraient de la piscine quand un camion en travers de la route a obligé leur car à s'arrêter. Des hommes masqués et armés les ont transférés dans 2 camionnettes et les ont conduits dans une carrière. Ils ont été enfermés ensuite dans une grotte bouchée avec des troncs d'arbres et des plaques de métal. Les enfants ont réussi à s'extirper et à se sauver. Le gouvernement espagnol décide une amnistie pour les prisonniers politiques, sauf ceux qui ont été condamnés pour crimes de sang. Cela concernerait à peu près la moitié des militants actuellement emprisonnés. Par ailleurs, un référendum sera organisé sur une réforme de la Constitution et des élections générales auront lieu en Espagne avant le 30 juin 1977. Le gouvernement de Madrid s'est dit prêt à dialoguer avec tous les groupes politiques démocratiques, y compris ceux de l'opposition. Les combats se sont poursuivis toute la journée au Liban. Pour les étrangers, depuis quelque temps déjà, la situation est devenue carrément intenable. Les Américains ont même organisé ce qu'ils ont appelé un dernier convoi d'évacuation, en invitant les étrangers restant à Beyrouth à profiter de cette dernière chance pour sortir de l'enfer de Beyrouth. Hier, vous avez assisté à la reddition du camp de Tel el-Zatar, le camp palestinien assiégé depuis 25 jours. Ce soir, le second volet du reportage de Philippe Rochaud nous montre la revanche des Palestiniens à Shekka, ville chrétienne menacée pendant 48 heures, puis délivrée par les phalangistes chrétiens. Cette femme est l'une des rescapées du massacre de Shekka, qui en 2 jours a fait plus de 200 morts. Dans ce petit village chrétien, les forces de la gauche libanaise et les Palestiniens sont venus en masse pour venger leurs camarades assiégés dans le camp palestinien de Tel Zatar et tenter d'occuper sur un autre front les forces de la droite chrétienne. Ils étaient près de 2000 avec des blindés et la prise de ce village devait leur servir de monnaie d'échange. Les combattants chrétiens ont mis 3 jours pour les repousser. Les Palestiniens, appuyés par les forces musulmanes, étaient venus par la mer, surprenant la population dans son sommeil. Dans cette maison, une famille de 6 enfants a été abattue, et comme dans tous les villages du Liban, frappés par la guerre civile, on retrouve ici le cortège habituel de massacres et d'atrocités. À l'église, les Palestiniens et les Somaliens, il fait à l'église comme une prison pour les habitantes de Shekka, de l'ancien Shekka. Il y a des marteaux sur le cou des hommes. Et il lui a dit nous voulons le reste après 1 heure. Son cou est très bien et très fin. Et les enfants et les demoiselles, voilà, vous êtes très bien, vous êtes brunes.
vous êtes pour moi. Et sa femme, les jolies femmes, vous êtes pour nous. Moi, je ne sais pas où sont mes parents. Nous avons beaucoup de chèvres, 150 chèvres. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai oublié. Pour les habitants de ce village chrétien, l'offensive des Palestiniens restera comme un véritable cauchemar, où chacun a vu fondre sur lui des combattants de toutes les nationalités. C'est un corps de qui, ça? C'est le corps de qui? De Somalienne. Moi, je l'ai vu, il y a des petits mains, son visage est très noir, ses lèvres sont très grandes, et il y a un corps grand. Ce village, autrefois tranquille, à la frontière nord du Liban chrétien, va devenir, comme tant d'autres, un village de la ligne de front. Résignés, les habitants qui ont échappé au massacre plient bagages et vont s'ajouter aux quelques 500 000 réfugiés qui, en 16 mois de guerre civile, ont dû fuir vers d'autres villages pour échapper au combat et au massacre. Helmut Schmidt, en voyage aux États-Unis, a révélé hier aux journalistes que les Occidentaux, sans autre précision, n'aideront plus l'Italie si les communistes entrent au gouvernement. Jusqu'à présent, les propos du chancelier fédéral allemand n'ont suscité aucun commentaire, ni à Rome, ni à Paris, ni dans d'autres capitales européennes, mais cela pourrait venir. Ali Aref, le président du Conseil du gouvernement du territoire français des Afar et des Issa, ou si vous préférez Djibouti, a démissionné de ses fonctions. Il a annoncé sa décision ce matin en arrivant à Orly et en expliquant qu'il ne se sentait plus soutenu par la majorité gouvernementale du territoire. Ali Aref a quitté Djibouti sans avoir voulu, comme le lui demandait le haut-commissaire de la République, convoquer jeudi la Chambre des députés en session extraordinaire, chambre au sein de laquelle il se trouvait en minorité. Pour M. Ali Aref, les forces d'annexion, autrement dit les Somaliens, ont tout mis en œuvre pour désagréger cette majorité. Le président démissionnaire avait évoqué ces problèmes. Je peux dire qu'il y a deux forces en présence, c'est la LPAI et l'Union nationale pour l'indépendance, dont je suis. En quoi diffère notre conception? C'est simplement nous voulons une indépendance réelle au profit des gens de ce pays, garantie par l'Afrique, par la France. Militaire, un soutien monétaire, un soutien économique. Quant à la LPAI, je répète, c'est la première étape de la future annexion somalienne. Pour M. Ali Aref, les choses sont donc très claires. Lui, présent au pouvoir, Djibouti pouvait accéder à une indépendance réelle avec la bénédiction de Paris. Or, il ne dispose plus de la majorité à l'Assemblée du territoire. C'est la raison pour laquelle il présente sa démission. M. Aref est convaincu que ses adversaires de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance n'ont qu'une idée, offrir Djibouti sur un plateau à la Somalie voisine. L'épreuve de force entre M. Aref et la Ligue populaire est engagée de longue date. M. Aref appartient à une ethnie minoritaire et pour cette raison, pendant très longtemps, il a combattu l'idée de l'indépendance avant de s'y rallier du bout des lèvres au début de cette année. Son retrait clarifie la situation au lendemain des incidents très violents de Djibouti. Mais en même temps, il place le gouvernement français devant ses responsabilités en déclarant en substance « Je crains que ma communauté, les Afars, soit victime d'un génocide ». Nous saurons très rapidement si ces noires prévisions se justifient. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'à Djibouti, une page est tournée. 21e et avant-dernière étape du Tour, Montargis-Versailles, une étape de transition qui n'a pas apporté grand-chose avant la course contre la montre demain sur les Champs-Élysées à Paris et bien entendu l'arrivée spectaculaire. Sur le circuit, dans la ville de Versailles, la victoire ne pouvait revenir qu'à un sprinter et Mertens était au rendez-vous.
Les 87 coureurs restant en course n'ont pas insisté outre mesure durant les 145 km de ce ville à ville. Cela ne veut pas dire que la course ait été inintéressante. Mertens a tenté l'échappée à 23 km de l'arrivée, mais sur la route mouillée, le porteur du maillot vert dérapait et se retrouvait à terre. Cela ne l'empêchait nullement de placer une nouvelle fois sa pointe de vitesse et de remporter, vous voyez à gauche, son 7e succès depuis le départ devant Gavazzi, Paolini et Delépine. Aucun changement au classement général. Demain donc arrivée sur les Champs-Élysées, première demi-étape le matin contre la montre et course en ligne l'après-midi. De la danse, pour terminer ce journal, pourquoi pas, avec le petit théâtre académique de Leningrad, l'opéra de ballet de l'ordre de Lénine. C'est le titre qui est venu danser à Paris. Roméo et Juliette, décor de Vérone, livret de Shakespeare, musique de Prokofiev, un ballet qui se produit tous les soirs dans la cour carrée du Louvre, à Paris donc. Dans la cour carrée du Louvre, Roméo et Juliette dansent Prokofiev et parlent russe à l'entracte. Le Malégoth de Leningrad, avec ses 80 danseurs et techniciens, s'y est installé pour 3 semaines avant de se transporter avec armes et bagages vers Avignon puis Nice. Ils sont passés de 8 degrés à 35 sans trop se plaindre, et tout ce petit monde s'est installé dans l'hôtel le plus proche de l'opéra, où chaque matin, de 19 à 32 ans, on suit sagement la classe de danse. Quelle est, si l'on accepte le talent et la plastique, la qualité numéro 1 d'une étoile de la danse pour leur chorégraphe? C'est la jeunesse, c'est le désir de recherche, la mobilité et le désir de travailler de la troupe. Ajoutez-y pour Roméo le respect filial. Je suis entrée surtout parce que ma mère voulait beaucoup que je sois admise dans cette école. Un peu plus tard, quand j'ai eu assez de maturité pour pouvoir décider moi-même du choix de ma carrière, j'ai voulu vraiment être danseur et à présent je ne regrette pas du tout ce choix. En somme, il n'y a pas de diva dans cette troupe. Pas de crise, pas de démission, pas de grève. Je pense que les conditions sont différentes en Occident et chez nous, mais par exemple chez nous, j'estime que les mauvais côtés du caractère doivent, au contact de la troupe et de notre profession, s'effacent peu à peu et disparaissent et s'éliminent. Et il ne reste que les bons sentiments qui sont exaltés, c'est-à-dire la discipline, le goût du travail, le désir d'atteindre son but. Évidemment, chacun a son caractère, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, et ce caractère bon ou mauvais se manifeste d'une façon ou d'une autre, mais dans les conditions de notre travail, de notre œuvre collective, je pense que cela ne peut servir qu'à améliorer le caractère. Dans nos théâtres, chez nous, le plus mauvais caractère appartient sans doute aux dirigeants, c'est-à-dire aux directeurs, aux chorégraphes, mais ce mauvais caractère nous aide à atteindre des résultats. Si l'on peut rencontrer la troupe en train de s'acheter frénétiquement des blue jeans dans les grands magasins, elle visite aussi avec conscience le Louvre et Notre-Dame. Mais leur plus grand étonnement a été le 14 juillet. Nous avons été étonnés de voir une telle quantité de monde dans les rues et de voir la ville complètement décorée avec des drapeaux. Nous avons été très étonnés de voir les gens si gais dans la rue qui chantaient. Et le 13, nous avons été invités au bal des pompiers. Et c'était évidemment la première fois de notre vie que nous dansions avec des pompiers. Pour jouer l'amour, il paraît qu'il faut l'avoir éprouvé. Est-ce que vous êtes fiancée? Je suis déjà mariée. Et quel âge avez-vous? Presque 22 ans. Et ça fait déjà 2 ans que je suis mariée. Que fait votre mari? Il est danseur? Il est violoncelliste à l'orchestre du théâtre. Avec des danseurs aussi rangés,
Reste-t-il des causes de tracas, l'ombre d'un cauchemar pour M. Barinov, le directeur? L'ennui le pire qui m'attend, c'est à mon retour en URSS, si ma femme, par hasard, n'est pas contente des cadeaux que je lui ai faits. Un coup d'œil sur le temps avant de refermer cette édition. En début d'après-midi, les températures étaient variables, 18 degrés à Nantes et 32 à Strasbourg. Demain, on prévoit une amélioration sur la moitié nord-ouest de la France avec des éclaircies, mais encore quelques pluies du Poitou aux Ardennes. Sur la moitié sud-est, les pluies localisées du Massif central aux Pyrénées s'atténueront l'après-midi, mais des orages éclateront sur les régions de l'est et du sud-est et les températures seront en baisse. Avec la rédaction d'Antenne 2 qui m'a aidé à vous présenter ce journal, je vous souhaite une excellente soirée. Avant de retrouver Sacha Guitry, si vous n'avez pu suivre l'ensemble de cette édition, je vous propose d'en revoir tout de suite les principaux titres. Jeux Olympiques, ouverture ce soir à Montréal. Agriculture, ose autoriser des aliments pour bétail. Liban, toujours les combats, toujours l'impasse politique. Van Impe sera le vainqueur du Tour demain. Dernière édition du journal d'Antenne 2, 23h35.